Le Bestiaire, c'était le livre le plus important parce que c'est là que je puisais mes idées. Oui, ça se peut que tu sois déçu. Dans ce cas-là, on va aller directement là-dessus. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ont regardé religieusement la campagne 1 et 2, qui n'ont pas regardé au complet, qui ont décroché la campagne. OK. Est-ce que t'as un hack de la semaine pour nous? Cette semaine, on parle du bestiaire de Donjon Dragon, de la fin de la campagne de Critical Role et beaucoup d'anecdotes. Tout ça dans votre podcast. Toi, Ludo, genre à tout acheter les livres quand t'as l'opportunité? Je suis du genre à tout acheter les livres, même des fois je ne sais pas que je l'ai acheté. Alors, t'as fait de belles recherches, plein d'informations. J'ai dû passer à travers plein de podcasts de personnes qui parlaient du livre. Est-ce qu'on peut est-ce qu'il vaut la peine? C'est quoi les changements? J'ai pu voir quelques captures d'écran par-ci par-là. Alors que tout ce temps-là, tu l'avais. Ouais. Puis j'aurais pu te le prêter. Oui, t'aurais pu me le prêter. Ça aurait pu faire ça pour la chronique d'aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que au moins on a eu. Il y a quand même des opinions qui convergent au niveau du prochain bestiaire monstrueux. Beaucoup de réorganisation, beaucoup de choix éditoriaux ont été faits. Et on va un peu vous en parler. Comme ça, vous allez pouvoir faire la décision. Est-ce que c'est un livre qui vous intéresse ou si c'est quelque chose que vous allez passer et utiliser votre bon vieux manuel 2014? Ça remonte à loin. 10 ans. Rappelles-tu des grosses critiques qu'il y avait, toi, du bestiaire de 2014? Non. Mais moi, je vais t'avouer quelque chose. Ce que tout le monde a dit jusqu'à date, en tout cas, tout le monde. Ce que j'ai entendu dans d'autres podcasts et d'autres vidéos, et chaque fois, ça vient me chercher. Puis là, je me dis, gars, je devrais en parler moi aussi parce que je fais partie de ce monde-là. Je fais partie du monde qu'au début, quand j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon, le Bestiaire, c'était le livre le plus important parce que c'est là que je puisais mes idées. C'est là que je ramassais les ennemis puis que je faisais des histoires autour des ennemis puis c'est là que ça commençait, dans le fond. Fait qu'un des livres qui a été le plus utilisé tout le temps, c'était tout le temps les Bestiaires. Oui. D'où l'importance de celui-ci. Oui, ça se peut que tu sois déçu. Dans ce cas-là, on va aller directement là-dessus. Vas-y. Pourquoi? Amène-moi du contenu. Si c'est le fait d'avoir plusieurs monstres ou avoir plusieurs variantes, là, ça se peut que tu sois intéressé. Parce que ce qui est arrivé au niveau des créatures, ils ont donné plusieurs variantes. Comme auparavant, il y avait peut-être, mettons qu'on allait dans les gobelins, il y en avait peut-être 1, 2, max 3. Si on allait dans les vampires, il y avait les Vampire Spawn puis le Vampire Lord. Là, une des choses sur lesquelles ils se sont concentrés, c'est ils ont repris beaucoup des créatures qu'on est habitués, avec lesquelles on joue régulièrement, mais ils ont apporté plusieurs variantes à ces créatures-là. Donc, même la version de base, si on veut, va avoir un peu une description de c'est quoi qu'il fait, c'est quoi qu'il apporte, et il va avoir un stat block propre. Donc, plus de diversité pour les mêmes créatures à ce moment-là. J'ai même entendu parler via GD que si jamais tu coupes le bras d'un troll, le bras du troll peut être un adversaire. Donc, il y a un stat block pour ça aussi. Donc, de ce côté-là, ça se peut qu'au niveau d'avoir plusieurs statistiques, tu sois heureux. Mais si c'est la partie du lore, donc le texte qui amène à la créature, donc des fois plusieurs pages, là, tu vas être déçu et tu ne serais pas le seul, étant donné que maintenant, les créatures ne sont accompagnées que par quelques lignes pour les introduire. Oui. Et ils ont décidé de mettre plus d'art, donc les illustrations sont magnifiques et des fois peuvent être même inspirantes pour vos parties. Donc peut-être que les créateurs sont partis dans la tête que l'art ferait le rôle d'inspirer et d'apporter le lore, mais au niveau de l'écrit pour inspirer tes parties, à ce moment-là, tu risques d'être déçu. Comme je dis, tu n'es pas le seul à ce moment-là.
Il y avait des bestiaires avant qu'il y avait une page complète de description du monstre. J'imagine que ça, c'est... J'ai les bestiaires de Advanced D&D, là. C'est tellement de textes incroyables. Les choses que tu veux pas savoir sur les monstres, t'es là. Leur habitat, leur façon de vivre. Tout le contexte est là, est présent. Beaucoup de sources d'inspiration. Mais là, ils ont décidé de couper là-dessus. J'imagine pour nous offrir plus de monstres. Donc, pour ceux qui voulaient plus de stat block, ils ont, comme je dis, il y a plusieurs variantes. Ils ont aussi rajouté des nouveaux monstres. À peu près tous les monstres qui existaient avant ont été rajoutés. Et ils ont aussi plus de variantes pour les NPC. Comme par exemple, les cultistes. Avant, il y en avait peut-être 2. Je pense que maintenant, ils sont rendus avec 5 cultistes de niveaux différents. Donc, vraiment pour donner une plus de variété. Ça veut-tu dire que mes gardes sont pas juste comme des petits gardes que les niveaux 3 les défoncent n'importe quand? Là? Ça peut-tu dire que je peux avoir des gardes qui ont un certain poids si mes joueurs sont jusqu'au niveau maximum 10? Je sais pas pour les gardes spécifiquement. Étant donné que moi, j'ai pas le livre. Toi, tu l'as. Moi, je l'ai pas. Mais l'idée est que, en théorie, ils ont une des choses qui ont avancé, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a plus de variété pour qu'est-ce qu'on est habitué. Donc, puis plusieurs pour les NPC, tu sais, il y avait des je pense qu'il y a beaucoup de variétés de bandits, mais je pense qu'il avait rajouté des gladiateurs, des plein de niveaux ou de types de magiciens différents. Ça, il devrait en avoir à l'intérieur de la nouvelle version aussi. Donc ça, c'est un des gros changements. Et je suis vraiment contente que tu l'aies apporté directement au niveau du lore et du pour inspirer. Ça manque et il y a déjà des personnes qui se demandent est-ce qu'au moins on risque d'avoir des livres par la suite ou est-ce qu'on rentre plus dans les détails ou est-ce qu'on va nous laisser sur la fin comme ça? Aucune nouvelle pour le moment. On va vous tenir au courant si c'est le cas. Mais il y a d'autres aspects d'amélioration, outre le fait qu'il y a plus de monstres qui sont notables, que les gens remarquent et saluent grandement, surtout l'organisation de l'information. Donc, c'est beaucoup plus facile de voir les modificateurs pour les monstres, de voir les saves. C'est beaucoup plus l'information. Quand il y avait de l'information redondante, par exemple, ta créature avait 3 types d'attaques qui revenaient toutes un peu à la même. Ils ont décidé d'en faire juste une seule. Donc, de garder plus l'information épurée. Puis quand il y a véritablement des choix, qu'on sente vraiment la différence. Aussi, beaucoup plus clair, comme certaines attaques qu'une créature pouvait faire, donc leur move, il fallait vraiment scruter dans le texte pour savoir il était où le save, c'était quoi les dégâts, est-ce qu'il y avait un effet supplémentaire, comment ça fonctionnait. Maintenant, il y a vraiment la description, puis en dessous, il y a un résumé de des statistiques qu'on recherche. Donc, toute une réorganisation de ce côté-là. Ils sont censés même avoir donné des conseils au MJ de comment utiliser le monstre. Apparemment, c'est très minimaliste, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ah oui. Et le CR serait plus représentatif. Je sais que tu y crois pas. Non. Mais... Si. Vas-y. Oui, je crois que c'est Crawford qui parlait du fait que le CR, il protégeait vraiment le CR, comme quoi c'est si le monstre était optimal, qui faisait toujours son move maximum et tout ça. Apparemment, là, il serait plus représentatif de la créature dans l'ensemble. Il y aurait eu des corrections. Je comme toi, j'ai un niveau de sceptique, mais admettons qu'ils ont essayé de faire quelque chose. C'est quand même, on va pouvoir voir ça. Et enfin, un des gros trucs, c'est qu'ils ont enlevé beaucoup de références au manuel du joueur. Donc, souvent, ce qui tapait, une des plus grosses critiques, à vrai dire, qui tapait sur les nerfs de plusieurs maîtres de jeu, c'est le fait de devoir regarder le monstre, de lire les capacités qu'il fait. Et admettons, il y a un sort. Ah, il y a tel sort, donc je dois aller dans le manuel des joueurs pour voir qu'est-ce que le sort fait. Maintenant, souvent, les sorts ou les habiletés magiques sont à même la description du monstre. Donc, beaucoup plus qu'avant. Donc, c'était déjà le cas. Je pense qu'avec le Modern Canaan, il avait essayé de
t'en mettre davantage, d'ailleurs, des habiletés propres aux créatures pour éviter d'aller feuilleter. Mais il y a plusieurs YouTubers qui trouvent qu'il aurait pu en faire plus. Il y a encore trop de références. S'il y a des sorts qui sont utilisés, ils devraient être dans le livre des monstres. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a quelques insatisfactions. Il va falloir qu'on teste pour voir si c'est satisfaisant ou non. Mais c'est un autre des gros changements. Intéressant pareil comme changement. Là. Sérieux, c'est des améliorations qui sont les bienvenues. J'ai surtout hâte de voir le CA, le Challenge Rating des monstres. Parce que c'est sûr que c'est plus facile à savoir quand tu as un groupe, puis là, tu sais quel monstre mettre pour y donner un peu de défi. C'est assez difficile de donner des bons défis dans Donjon Dragon. On verra. Moi, je suis encore sceptique pour CR, mais c'est ce qu'on verra. Don't give me hope. C'est bon. Ne prends pas trop d'espoir. C'est des monstres qu'il y a dans ces livres-là, c'est ça, je comprends? Oui, il y a des monstres, mais mais si tu aimais utiliser le livre des monstres pour construire tes propres monstres, pour faire ton homebrew, je pense que tu es une personne qui homebrew, tu risques d'être déçu, étant donné qu'ils ont enlevé la section comment faire vos propres créatures. Donc, tu sais, à quel niveau il devrait avoir quelle attaque, à quel niveau il devrait avoir quoi, commencer, des choses comme ça. Oui, donc ça serait complètement absent de la version 2024 qui sort en 2025. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu te réfères au vieux matériel et ou que tu utilises tes talents d'homebrew, mais pour les personnes qui débutent, parce que le 2024, c'est aussi l'occasion pour des nouveaux joueurs qui rentrent dans le hobby de se racheter, de pas nécessairement racheter les vieilles versions, de racheter les nouvelles versions. À ce moment-là, souvent, on recommande les nouveaux livres pour ces joueurs-là. Et là, le fait d'enlever le matériel pour justement le homebrew qui fait partie du métier de maître de jeu à un certain moment donné, d'y aller de ses propres fabrications. Je trouve que c'est plate un peu qu'il manque cet instrument. Ouais, oh non, c'est plus que plate. Non, ça, c'est d'une tristesse. Oui, et sinon, il y a la plus grosse polémique. Arrête. Ah ouais, c'est quelque chose là que et souvent dans les polémiques, c'est l'affaire qu'on a l'impression que c'est le plus ridicule, mais c'est les choses qui viennent le plus déranger. Ils ont réorganisé l'ordre des monstres, plutôt. Hein? Les monstres sont plus dans le même ordre. Dans quel ordre comme ça? Ben, avant, c'était... Ben, c'est ça que... C'est ça, rappelle-toi bien l'ancien livre. Ça allait plus ou moins de A à Z. OK. Donc, c'était... On va de A à Z, donc, admettons, la Kokra, jusqu'aux zombies. Sauf que quand tu arrivais à démons, tu avais tous les démons. Quand tu arrivais ensuite, donc, en anglais, ils ont Demon puis ils ont Devils. Donc, quand il y avait les diables, tu avais tous les diables. Ben, maintenant, quand tu cherches un diable en particulier, il va avec son nom, il n'est pas dans la section diable. Ouais, j'accepte ça. Tu sais, comme, admettons, un gobelin entre le Goblin Skirmisher puis le Goblin, je sais pas, Goblin Boss. J'imagine qu'il y a un Goblin Boss en quelque part là-dedans. Ils sont tous dans le même coin, dans Goblin. Okay. Donc, quand c'est les variantes d'une même créature, ils sont là. Donc, ça, au moins, c'est pas... mais quand c'est des créatures complètement différentes, parce que les Devils, les Demons sont différents, mais ça serait aussi ça pour les dragons, par exemple. Donc, en anglais, c'est Red Dragon. Hein? Oui, Gold Dragon. Donc, ils ont été avec l'ordre le plus alphabétique possible. Et sinon, pour tout ce pour les monstres. Puis ensuite, ils ont répété, je crois qu'il y a 2 annexes. Celle pour les NPC, donc pour les créatures humanoïdes,
où est-ce que là, justement, il y a les cultistes dont on a parlé, les bandits, gladiateurs, les magiciens. Donc, tu peux leur donner n'importe quelle lignée que tu veux, puis utiliser le stat block. Et il y aurait une section pour les beasts. Donc, les beasts ne sont pas avec les monstres. OK. Pour pouvoir, donc, justement, simplifier la vie des druides. Ils ont au moins dû mettre une table avec les groupes de monstres. T'sais. Donc, oui, il y a un index, je crois, où est-ce qu'il y a les groupes de monstres? Oui. Oui, il je l'a? le vois, là, ouais. J'ai OK. les anges, les dévas, les planétaires, les solaires, et les démons, les balors. Donc, il disait qu'il y avait un index. Je pense qu'il y a même 2 index pour aider à se recouper comme ça, qui permet de trouver la page si l'ordre alphabétique, ça mélange. Donc, gros scandale. On a changé l'ordre des créatures dans le Monster Manual 2020. Ah, mais quand il y a des tables à la fin, là, non. Puis même, ouais, c'est ça. Correct, les tables. Puis trouver par nom, je pense que sur le long terme, je comprends la polémique, là, parce que c'est n'importe quoi, mais je pense que sur le long terme, c'est mieux de même. Là. Ça va être moins long de chercher. Et finalement, le meilleur pour la fin, ça a l'air qu'ils ont donné plus de punch aux monstres. Ah, OK. Plus de dégâts, des habiletés plus coriaces. Ils ont les monstres, entre autres, les monstres légendaires peuvent avoir plus d'actions légendaires dans leur tour, notamment quand ils sont dans leur lair, parfois. Mais les lair actions en tant que telles ont été retirés. Donc, quand les créatures sont dans leur lair, ils ont d'autres avantages qui s'ajoutent à ce qu'ils ont. Mais il n'y a plus le fonctionnement du lair comme on avait avant. Donc, un petit changement de ce côté-là. Donc, plus d'actions légendaires, plus de résistance légendaire. Il y en a qui pensent que c'est notamment parce que avec les Weapon Mastery, il y en a qui font des effets. Ouais. Donc, aussi, les classes ont été égalisées, mais ils ont été égalisées vers le haut. Un peu plus fort, ouais. Donc, ils fessent un petit peu plus fort. Donc, il y aurait une réorganisation pour que les créatures suivent, puis que certaines créatures qui devraient comment dire, filer épique, qu'on devrait ressentir leur pouvoir et leur puissance, ont été corrigées. Une des choses qui revient plusieurs fois, c'est apparemment la Lich, maintenant, fait peur. Donc, avant, elle faisait pas beaucoup peur avec son 100 points de vie. Et il y avait peut-être juste son Finger of Death, non, son Power Word Kill qui faisait peur. Maintenant, je pense qu'avec ses 300 quelques points de vie, puis des habiletés qui font extrêmement mal, on a de quoi faire peur aux joueurs ou à lancer ce genre d'adversaire pour des parties plus avancées. Et juste avant qu'on commence notre podcast, on a parlé quelque chose. Puis tu sais, ça revient encore à un peu tout ça parce que bon, j'achète beaucoup mes livres sur D&D Beyond à cause de la campagne des Terres perdues pour que tout le monde puisse y avoir accès, etc. Mais je vois des multitudes de mises à jour sur presque tous les livres assez régulièrement. Et je me dis, est-ce que se sont améliorés, puis que là, on va avoir une belle version papier qui va tenir le chemin, ou il y a encore des erreurs qu'on va trouver, puis que là, il va avoir besoin de plein de mises à jour, fait que ton livre va devenir un peu obsolète rapidement. Bien, justement, tu m'en avais parlé. Apparemment, il y a une créature qui déjà tout le monde appelle à la correction. C'est ça son nom, c'est bon. Le Carrion Crawler, le charognard rampant, pour ceux qui préfèrent les noms en français, aurait une attaque qui paralyse. Donc, quand il empoisonne son adversaire, il le paralyse en même temps. Le jet est un jet de dextérité comme sauvegarde. Mais en étant paralysé, ensuite, on a des avantages à tous les jets de sauvegarde subséquents pour se sauver du poison qui dure 1 minute. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent
une créature de CR2 qui inflige ce genre de conditions, qui met knockout, qui sort du combat un des personnages joueurs. C'est un peu brisé. Donc, à ce moment-là, il y a désolé de briser ta bulle, Hugo. Il y a des chances que ta version électronique ait des mises à jour que le livre papier n'est pas. Déjà en partant, on sait qu'il y a des erreurs dans le livre qui n'est pas encore sorti. On ne sait pas. Mais il y a des erreurs probables, en effet. Oui, et ça, si c'est déjà sorti, il y en a d'autres qui devraient sortir bientôt. Donc ça, c'est quelque chose dont l'avenir nous parlera plus tard. Ouais, pas jusqu'à date, là, si tu fais le wrap-up de ça, là, qu'est-ce que, tu sais, avec les informations que t'as eues, là, ça ressemble à quoi pour toi, là? Est-ce que c'est un achat? Comment tu vois ça? Je crois que pour les personnes qui sont déjà satisfaites, qui étaient curieux, par exemple, de si c'était un must-have le 2024, donc c'est-tu quelque chose à absolument rajouter à leur collection, mais qui sont déjà satisfaits de leur 2014, je crois qu'à ce moment-là, ils pourraient garder. Pour les personnes qui n'ont pas les livres, je le recommande chaudement. Puis sinon, pour les personnes qui aiment beaucoup l'art, qui aiment qui aimeraient avoir des versions qui sont beaucoup plus claires, avec des créatures un peu ajustées. Donc, tu sais, que tous ces ajustements-là, c'est quelque chose qui ressemble vraiment le besoin, puis eux-mêmes, de leur côté, avec leur homebrew qu'ils font, est peut-être pas satisfaisant ou ils ont besoin d'inspiration. Je crois que ça peut être un bon investissement. Moi, sincèrement, même si le lore manque cruellement, donc le fait que toute l'histoire autour des créatures, tous les textes autour des créatures a été enlevé, presque, je trouve que c'est un manque, mais le fait d'avoir beaucoup de matériel dans un livre et que ce matériel-là soit clair, simple, je crois que c'est un bon achat. Je crois, à vrai dire, que dans tous les livres, moi, ce serait celui que j'achèterais le plus. OK. Je regarde un peu de quoi ça a l'air sur Denis Young, puis c'est vraiment beau, là, sérieusement. Là, c'est vraiment bien structuré. Là. C'est vrai que c'est plus clair. Là. Une belle petite couleur. Là. C'est beau. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, la question que je me pose tout le temps sur ces 3 livres-là, puis moi, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai décidé d'attendre. Là. Les 3 livres principaux, je les achète tout le temps quand ils viennent dans le box set. Ouais. Fait que j'ai usé sur D&D Beyond pour pouvoir les regarder, les feuilleter, puis les feuilleter. En tout cas, les scroller. Mais c'est ça, j'aime bien attendre le box set. Il y a les 3 livres dedans, plus souvent un écran du maître de jeu. Là. Encore d'annonces à ce niveau-là. Ceci étant dit, il y a une campagne pour débutants qui va sortir à l'automne 2025, qui reprend un vieux module fait par Gary Gygax, je crois. C'est Faire entre les morts, ça? Non, c'est comme Fort in the Borderland où il faudrait que j'aille. Là, je suis trop curieuse. Faut que j'aille voir. J'ai un vendeur qui me dit, le Tommy du Fou du Roi, me dit à l'automne 2025, le box set. Si c'est le cas, c'est ça. Parce que moi, j'ai mentionné que je voulais pas acheter les livres tout de suite. J'attendais le box set, puis il est allé voir dans ses affaires, puis il me dit à l'automne. Fait que probablement en même temps que. Ouais, donc peut-être qu'il va tout avoir dans un même kit. Et c'est vraiment un classique. C'est The Keep on the Borderlands. Donc, je ne connais pas le nom en français s'il y a une traduction, mais ce serait le fort dans les terres limites. Star Border. Ben c'est bon, mais OK. Ben, c'est intéressant pour le bestiaire.
2024. Et je pense qu'on avait un autre sujet extrêmement intéressant aussi. Oui, ben écoute, on parlait de monstres et qui de meilleur que Matthew Mercer pour lancer des créatures à ses joueurs qui sont complètement incroyables et débiles. Donc lui est un maître du homebrew et dernièrement, il a fait, dans ses dernières parties, il a sorti son Big Bad Evil Guy, qui a affronté le party. C'était vraiment incroyable et épique. Mais comme c'était le Big Bad Evil Guy, tu te doutes de ce qui arrive ensuite. La campagne 3 de Critical Role a pris fin la semaine dernière. Et avec ça, moi, j'ai entendu dire que c'était plusieurs heures, ça se peut-tu? Ah mon Dieu, l'épisode final. OK, ouais. L'épisode final, c'est 8h30 l'épisode final. Ensuite, les personnes qui sont abonnées sur Beacon, leur espèce de petite plateforme où est-ce qu'on peut streamer tout leur épisode, on a un 30 minutes d'extra où est-ce qu'on voit les réactions des joueurs post-game et où est-ce que beaucoup pleurent. Donc, sincèrement, moi, je fais comme... J'ai fait maudite gang de geeks qui pleurent parce qu'ils ont fait... Toi aussi, tu pleures. Ouais, non, je pleure. Ouais, donc j'avais promis de pas pleurer, puis j'ai échoué. Mais c'est peut-être pas tous les auditeurs qui sont crybaby comme moi. Donc, c'est un gros épisode de 8h30, suivi d'un 30 minutes de réaction, suivi d'une heure de party où est-ce qu'ils répondent à des questions. Et oulala, qui n'ont pas répondu. Les questions qui tuent, comme quand est-ce que la prochaine campagne? Est-ce que ça va être avec Donjon Dragon ou ils vont utiliser leur propre système qui s'en vient Daggerheart? Ouais. mais la campagne pour la troisième campagne, tu sais, je veux dire, moi, je les écoute comme les nouvelles à télé, là, tu sais, genre une fois aux 6 mois. Ah, okay. Moi, je les écoute tous les jours, les nouvelles, qu'elles sont... Non. Ouais, on peut pas... mais c'est ça. Fait je veux dire... moi, dans j'ai écouté les premiers épisodes. On dirait que les premiers épisodes, j'écoute. Ouais. J'ai regardé leur setup. Je trouvais ça super intéressant, tout ça. Sauf que là, maintenant, j'avais plus le temps d'écouter ça. Mais... tu sais, je veux dire, ça dit quoi? C'est-tu encore aussi fort que c'était pendant la pandémie? Ça a-tu... OK. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ont regardé religieusement la campagne 1 et 2, qui n'ont pas regardé au complet, qui ont décroché de la campagne 3. Sur Twitch, les chiffres ont descendu grandement. C'est difficile de dire parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui les écoutent sur YouTube, puis ils ont maintenant leur propre plateforme Bacon aussi, leur propre plateforme de streaming. Donc, c'est difficile de connaître les chiffres. Mais en général, il semble avoir un peu moins d'enthousiasme pour la campagne 3 comparativement à la campagne 1 et 2. Et surtout la 2 qui était en pleine... Où est-ce que la fin était en pleine pandémie. Ouais. Donc, à ce moment-là, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont lâché puis qui n'étaient pas dans le même hype à ce moment-là, le même engouement de la fin et de la finale. J'aimerais rajouter que le 8h30, même si c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec cet univers-là, je l'ai trouvé long plutôt. Et moi, je suis fan de Twitter, comme ils disent, mais c'est une journée, ça m'a pris tout le week-end pour le découper, où est-ce que j'avais un événement, le week-end, j'allais voir des amis, je revenais, j'écoutais du Critical Role, je m'endormais, je me levais, je mangeais mes céréales, je regardais du... Pour être sûr de bien avoir écouté la finale avant notre émission aujourd'hui. Et je suis déçu. C'est le genre d'épisode où est-ce qu'avec tes joueurs, ça doit être super. C'est comme tu boucles les boucles, tu permets à la partie de finir, de pas laisser
tes joueurs sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vient après. J'ai déjà eu des games, moi, qui ont fini abruptement, puis des fois, ça arrache vite le plaster sur le bobo qui est le fait qu'on est un peu en deuil de notre partie. C'est le genre de choses parce que je suis sûr que les joueurs ont beaucoup de plaisir. Mais du côté d'un show, souvent, il faut que les fins soient plus courtes, laissent à l'imagination qu'on sache pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, tu sais, Critical Role, c'est pas juste une partie entre des joueurs. C'est un show. Donc là, le côté de finir la partie et donner aux joueurs qu'est-ce qu'ils veulent et faire un show pour le public, j'ai l'impression que ça s'est rencontré, ça a fait un petit peu un long 8h30. C'était long. C'est sûr. Puis le party après, parce que là, moi, je me suis fait 1h30 de vidéo, là, donc 10 heures, hein, 10 heures. 10 heures de temps à regarder du Critical Role. C'est ça. On sait rien sur la campagne 4. On sait pas si... On sait que Matthew Mercer veut encore produire des choses en lien avec Exandria. OK. Notamment, il y a une nouvelle campagne avec Brennan E. Mulligan comme maître de jeu. Matthew Mercer sera un joueur et d'autres joueurs invités viendront à la table à ce moment-là. On sait qu'il y a déjà une nouvelle campagne courte de 4 épisodes qui s'en vient dès cette semaine qui se déroule dans Exandria. OK. Mais on ne sait pas la prochaine campagne si ça va être dans Exandria. On sait pas quand. On ne sait pas quand il va y avoir. Là. C'est un peu tôt pour le dire. Mais eux, ils ont l'air d'avoir une bonne idée de ce qu'ils vont produire, mais ils n'ont pas partagé aucune piste, aucune information là-dessus. On sait donc pas si c'est la prochaine campagne ça passe dans Exandria. On sait pas si c'est avec Donjon Dragon. On sait pas si c'est avec Daggerheart. Écoute, je sais même pas si ça va être avec le même cast. Oh ouais. Ça fait 10 ans qu'ils produisent ensemble, que ça a explosé leur carrière, mais il faut qu'on regarde ça comme ça. C'est des voice actors, ils ont plusieurs spécialités, ils ont plusieurs intérêts. J'ai comme l'intuition qu'il va peut-être avoir un changement de cast. Il y en a peut-être qui attendaient la fin de la 3e campagne avant de se retirer. On le voit, ils ont fait plusieurs types de shows, ils ont plusieurs invités, plusieurs casts. Donc, ils ont élargi les acteurs qui gravitent autour de la Critical Role Sphere. Daggerheart, ça sort prochainement? Daggerheart, donc il y a une version bêta qui est accessible, mais il y a déjà eu plusieurs modifications entre la version bêta et celle qui va sortir. Nous avons une date d'ailleurs, et c'est vers la mi ou la fin mai. Donc, je pense que c'est le 20 mai, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde pour être sûr. Est-ce qu'ils vont attendre jusque-là avant une autre saison? Ça se pourrait. Ça prend des mois seulement de leur saison. Puis pour faire monter la hype, pour laisser le temps à Matthew Mercer d'écrire un scénario, ou est-ce qu'il envoie pour les joueurs, puis ensuite les joueurs envoient leurs idées. C'est souvent un aller-retour entre le maître de jeu et les joueurs. Et quand on regarde les campagnes, toute l'histoire est montée autour des personnages. Il y a tellement de choses qui sont propres aux personnages puis qui sont super importantes dans l'intrigue principale. Mais ça demande beaucoup de travail à ce moment-là. Moi, je ne crois pas qu'il y aurait... Je crois pas qu'on va nécessairement avoir une prochaine campagne avant le mois de mai ou même le mois de juin. Ceci étant dit, ils ont déjà commencé à faire des parties avec Daggerheart en ligne. Ouais, mais des one-shots. Des one-shots, oui. Ou des c'est sûr qu'il faut qu'ils vendent leurs produits, là. C'est sûr qu'il faut qu'ils vendent leurs produits. Il faut qu'ils créent... Non, ben c'est ça. C'est quelque chose qu'ils veulent. Mais est-ce qu'ils vont faire leur campagne longue autour de ça? Mais est-ce qu'il y a aussi la direction que des fois super méga étrange que Hasbro prend à concorde avec leurs idéaux à eux aussi, là, tu sais? Est-ce que des fois ils disent
ils ont toujours été très neutres par rapport à Hasbro. Donc, je ne sais pas à quel point nos auditeurs sont au courant de tous les dramas autour d'Hasbro. On pourrait en parler peut-être lors d'un autre épisode. Mais il y a des théories sur lesquelles ils veulent avoir des distances. Donc, c'est peut-être même une distance du système de Donjon Dragon. Même Exandria, qui est un monde propre à Matthew Mercer, a beaucoup de racines, beaucoup de lore typiquement associé à Donjon Dragon. Ils ont arrêté le plus possible de donner d'ailleurs le nom des divinités. Ils leur donnent des surnoms. Ils n'utilisent pas les noms originaux qui viennent de différents lore, de différents settings de Donjon Dragon. Donc, on sent déjà qu'il y a un certain écartement. Par exemple, pour le moment, c'est juste la spéculation. Yeah. Mais il va falloir qu'on prenne du temps pour en parler de Daggerheart. On prendra le temps d'en parler de Daggerheart. Je crois que c'est pas nécessairement... oui, c'est sûr. De toute façon, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est quelque chose qui est intéressant. Et il y a d'autres pour en parler, vu que ça va faire partie prochainement des... on peut dire des actualités. Hein? Oui, exactement. Fait que ça va être intéressant. Ben, leur prochaine campagne aussi, quand ça va avoir lieu, puis quand on va en entendre parler, puis quoi que ce soit. On va donner des nouvelles immédiatement. De toute façon, on va continuer à suivre ce qu'ils font. Je veux pas... moi, personnellement, j'écoute les animes. Oui, c'est vrai. C'est super bon. Il n'y a aucun... Legend of Vox Machina. Ouais, puis je suis content de reconnaître les voix, les acteurs. Fait que je trouve ça super. Je trouve ça super intéressant à écouter. Là. Moi, cette série-là, ce que je trouve fantastique, c'est maintenant que mes amis qui n'ont pas écouté Critical Role, ils écoutent cette série-là. Quand je parle de ça, ils savent de quoi je parle maintenant. Ils font tu fais référence à telle chose. C'est comme oui, c'est vrai. Tu regardes le Legend of Vox Machina. Ça a rapproché les personnes qui regardent les dessins animés des personnes qui ont regardé toutes les centaines d'heures de la campagne 1 avec les 28 premiers épisodes qui sont vraiment très lourds. Mais ça s'écoute super bien comme série. On pourra en parler la prochaine saison qui vont sortir. Là. Je sais qu'ils sont supposés sortir une troisième saison. Puis même une quatrième. Non, la troisième saison est déjà sortie, Ludo. Très en retard. Ça veut dire que je l'ai écouté d'abord. J'ai juste pas remarqué que c'est la troisième. Tu vois, ça se boit tellement. Ça se regarde. C'est drôle. Il y a de l'action. Oui. C'est intéressant. C'est beau. Fait que beaucoup de couleurs, beaucoup de jeux de couleurs. Ils permettent des libertés aussi. Il y a des petites différences avec le scénario principal. Mais ok, ça se peut, je peux pas dire. Je sais qu'il y a des choses qui sont venues, là, dont le gag de la fille qui est sous l'eau de la baignoire pendant que mon Dieu! Personne à télécelle, puis pour ceux qui sont, pour nos auditeurs qui sont peut-être moins au courant de cette série-là, justement, dans Critical Role, dans la campagne originale, il y avait une personne, il y a deux gars qui se parlent dans un bain, et il y en a un qui a l'air d'être embêté, donc Percy a l'air d'être embêté de la soudaine arrivée de Vax, et ensuite, quand Vax se retire, on voit sa sœur jumelle Vex qui sort du bain en train de dire « je pensais qu'il repartirait jamais ». Et je me rappelle que ça avait fâché l'acteur de l'IM à ce moment-là, qui était comme « Là, vous me tournez vraiment bouvique en ce moment ». Et ils l'ont remis ce bout-là dans... Oui, et ils ont vraiment accentué... c'était bon. C'était bien fait. C'est bien pensé. Ils ont repris beaucoup de farces qu'ils font dans la série, en effet. Et ils ont pris certaines libertés. Ils ont rajouté des personnages qui n'étaient pas là. Ils ont donné des évolutions de personnages qui n'étaient pas nécessairement explorés. Comme par exemple Pike dans la 3e saison. Elle a un questionnement sur sa foi assez importante. Donc, je ne veux pas faire de spoilers, mais c'est vraiment au cœur de plusieurs épisodes à ce moment-là. Mais je pense que c'est correct parce que il faut t'adapter ton
ton scénario pour. Tu sais, ça, c'est correct. Fait que non, je veux dire, Critical Role, ça reste gros, ça reste important. Je veux dire, on va les suivre, on va savoir ce qui se passe avec eux autres. En plus, on est chanceux, on a une fan, on a une criteur qui va pouvoir nous amener de l'information. Donner des informations. Et si jamais vous vous dites « Ah, j'aurais aimé voir la campagne 3, mais j'ai pas le temps », sachez qu'il y a des épisodes raccourcis. Donc, 1 heure pour 4 heures de contenu environ, en général. Oui, beaucoup plus digeste et apparemment, il n'y a pas beaucoup de manque, ce qui donne vraiment... donc, à ce moment-là, c'est un 1 heure condensé, mais dans lequel on ne manque rien. Donc, je le recommande pour les personnes. C'est les versions Abridge qui appellent. Et où, c'est sur Beacon ou c'est sur... Je sais que c'est sur Beacon. Je ne sais pas si c'est en ligne. Sur YouTube ou quoi que ce soit. De regarder. Intéressant. Peut-être ça me permettrait de... Je dois t'avouer que tout, on en reparlera dans une autre fois, là, mais j'écoute la chaîne Donjons Dragons. Puis c'est généralement des trucs d'environ 1 heure. Ça s'écoute bien, tu sais, sur l'heure du dîner. Fait que si il y a Critical Role en version 1 heure, j'achèterais. Moi, j'écouterais ça. Hein. Disponible sur YouTube. OK. Oui. Donc, est-ce que tu as les débuts, là, où c'est qu'ils font plein de niaiseries ou ils ont dû couper ça, dans le fond? J'imagine qu'ils ont coupé les pubs qui vont plus à l'essentiel de l'épisode. Il me semble que c'est ça. Donc, j'aimais bien ça, ces bouts-là de pub. Des fois, c'est juste ça que j'écoutais. Ah, ben là, il va falloir que tu regardes l'épisode original. Ce petit bout-là, après ça, le bout condensé. C'est bon, c'est noté. Oui, tu peux faire ça. Regardez l'épisode original. La prochaine, je parle de la fin de la campagne 3. Impossible. Mais c'est ça. Puis, ouais, écoute, ça fait déjà un bon moment qu'on jase. Ça fait un bon moment qu'on jase, mais c'était 2 grosses nouvelles, par exemple, cette semaine. Non, mais c'est super intéressant. Je vais pouvoir écouter ça en faisant ma vaisselle. Est-ce que tu as un hack de la semaine pour nous? Donc, oui, petit segment pour discuter de petits trucs, des fois, qu'on se donne entre maîtres de jeu. Je sais que la version 2024 de Donjons Dragons a absorbé a adopté, devrais-je dire, plusieurs règles maison populaires, comme les potions, on peut boire en action bonus. Très bonne amélioration. Donc, il y a plusieurs changements comme ça, mais des fois, il y a des personnes qui sentent qu'il y a il y a encore des manques, encore des choses qui n'ont pas été résolues. Et un des aspects qui, pour moi, me dérange le plus, c'est l'ability de l'intelligence. Que souvent, l'intelligence, c'est pratique quand tu es un wizard ou un artificer, n'est-ce pas? Oui. C'est ta stat principale. Parfois, pour certains rogues, ça peut être pratique. Mais c'est rarement en soi une statistique très populaire. Donc, il y a tellement de compétition au niveau des autres abilities qu'il y a peu de chances que l'intelligence donne en soi. Et dans les éditions précédentes, je ne sais pas si tu étais un fan de la version 3 et 3.5, Pedro? C'est une que j'ai un peu skippée. Tu as skippé? Dis-moi pas que tu as fait la 4. Oui. Mon Dieu, on n'est vraiment pas sur le même rythme, toi et moi. Non, moi, j'ai joué en effet à la version 3.5 et pour ceux qui s'en rappellent, l'intelligence, c'est ce qui donnait, ce qui déterminait ton nombre de skills, donc le nombre de points. Et à chaque niveau, on avait un lot de points selon notre classe et l'intelligence en donnait en plus d'avantages. Donc, si jamais on voulait un personnage qui était skillé, l'intelligence devenait un incontournable. Donc, il y avait son propre apport, au même titre que la dextérité aide pour l'initiative et la classe d'armure. Donc, c'est pas juste quelque chose qui est bon en soi pour certaines classes. Eh bien, l'intelligence, si vous voulez reprendre cet aspect où est-ce que quelqu'un qui a plus d'intelligence a peut-être plus de savoir, vous pouvez prendre ce hack très facile-là, qui est pour chaque point, chaque modificateur d'intelligence. Vous ajoutez un skill ou sinon une combinaison, donc un skill ou un outil, ou une combinaison de 2 armes, 2 langues ou 2 types de jeux que le joueur est proficient. Donc, ce qui permet, sans briser, c'est rare que
t'as brisé ma partie, t'avais 2-3 skills de plus que ce que tu pars normalement. Ça peut faire que tu peux avoir certains personnages qui, ça paraît quand ils ont plus d'expérience, ou ils ont eu peut-être plus d'éducation des tuteurs qui leur ont permis d'avoir à ce moment-là plus de talent. Je crois que c'est un bon hack facile à implémenter. Ceci étant dit, à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt comme maître de jeu de faire que si jamais quelqu'un a un malus d'intelligence, il perd des skills ou il perd des lampes, des jeux, des armes, ou peut-être qu'à ce moment-là, c'est à discuter avec vos joueurs. Mais je recommande ce simple petit hack-là si vous trouvez que c'est un petit peu plate, l'intelligence. Donc, je vous recommande d'utiliser l'intelligence intelligemment avec ce petit hack de la semaine. Je trouve souvent que les langues, c'est pas assez utilisé, puis pourtant, quand il y en a beaucoup dans Donjons & Dragons, puis ça peut être quelque chose d'intéressant à faire que il y a juste certains personnages qui comprennent la conversation qui est en train de se passer. T'sais. Pas trop souvent, mais ça peut être intéressant. Fait quelqu'un qui est allé chercher, ou souvent quelqu'un veut se parler en code, il décide de parler en aqua, fait que les deux se regardent. Ça fait... D'ailleurs, par rapport à ça, dans nos parties, le Thieves Cant, on a fait que c'était une langue. OK. Donc, ce qui pouvait permettre enfin que certains personnages puissent communiquer avec des codes avec le rogue, que ce soit pas juste le rogue qui tout seul utilise le Thieves Cant, mais bel et bien que d'autres membres de l'équipe pourraient à ce moment-là bénéficier de ce langage subtil et codé. Intéressant. Et ce fut un plaisir une fois de plus. J'espère que vous avez apprécié. On est super contents que vous nous ayez écoutés. Il y en a d'autres qui s'en viennent. On continue. On a des bonnes idées pour pouvoir en faire plusieurs. Pour vous accompagner dans le métro, dans la vaisselle, en voyage ou la nuit. Vous voulez dormir paisiblement. Alors, on se dit à la prochaine. Merci Flamme encore une fois de toutes ces informations. Sans toi, ce podcast ressemblait à un peu moins intéressant. On va faire une édition spéciale, juste les réactions de Ludo. On enlève tous les bouts avec Flamme et on regarde qu'est-ce que ça donne. Et quelque chose de pas très intéressant. À la prochaine. Bye bye.